Voilà une classe qui se tient sage. Amis du café, amis des mugs gigantesques, là j'ai le mug, le nouveau mug que qu'Axel m'a envoyé l'autre jour et qu'elle a aussi envoyé pour Ruffin, hein. I Love Au Post, hein, pour sa collection. On va lui envoyer. Putain, et Axel, c'est lourd, c'est lourd. Et c'est bon, là c'est carrément une cruche. C'est une cruche de café. Amis du café, amis de la police, amis des chats, amis des naufrages au zénith parisien. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Notre invité est là. Sébastien Jumel est avec nous. Il est en régie. À mon avis, il est chez lui à Dieppe parce que vous allez le voir, la décoration, il y a une grue aéroportuaire. Hein. Il y a un tableau avec une grue, donc à mon avis, ou alors c'est peut-être pour lui rappeler Dieppe quand il était à son bureau à l'Assemblée. Enfin, on verra. Comment allez-vous? Quoi, ma coiffure? Qu'est-ce qu'elle a, ma coiffure? Ça fait 53 ans qu'on m'emmerde avec ma coiffure. Je suis pas venu sur Twitch pour ça. Bonjour Hyper Courgette. Bonjour Guicou. Bonjour Jessie, bien sûr. Bonjour aux modératrices extraordinaires Jessie et Eurial. Jessie, j'espère que tu es contente pour le Super Bowl. Moi, j'avais les larmes aux yeux ce matin en voyant le spectacle de la mi-temps. Avec oh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Ospolitique qui fait une connerie là. Et j'étais extrêmement. Ils viennent nous envoyer 1100 bagnoles. Oh aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Il va falloir que j'explique ça à notre invité. Bienvenue à tous. Bienvenue les Ostiens et les Ostiennes. J'espère qu'il s'est bien comporté le petit bonhomme. Il avait été formidable quand il était venu à l'impromptu avec Usul. Il a dû vous dire, ça y est, Blast l'a mis en ligne. Tentative de corruption, allez-y. Ouais, je disais le spectacle de la mi-temps extraordinaire avec Eminem, mais on en parlera tout à l'heure parce que là, je vois que le temps passe et il faut faire entrer notre invité. Il faut faire entrer notre invité. Alors. Sébastien Jumel, je ne vous prends pas en traître. Je vous fais le décompte. Hein. C'est le moment de se tenir droit, hein, d'être un serviteur de la République. Hein. 3, 2, 1, bam! Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Oh là là. C'est bien la même voix. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ouais, je suis en forme, vous aussi? Ah, non. J'ai pas dormi. Si, je suis en forme. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je vous le disais, là, on est en train de subir un raid amical. Alors, les raids sur Twitch, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand quelqu'un arrête une émission, il propose à son public d'aller voir une autre chaîne. Et là, il y a tout d'un coup 1000 personnes qui sont arrivées. Donc là, il y a un peu plus de monde que dans l'hémicycle. Hein. Il y a 1200 personnes en ce moment. Ouais, c'est pas mal. Comment ça, c'est pas mal? Euh, Bon, on est très très heureux ici de vous recevoir, la communauté d'Opos, parce que vous l'entendez pas, mais on utilise votre voix de temps en temps. C'est vrai? Voilà. À plusieurs reprises, vous avez eu des éclats à l'Assemblée, et donc on récupère les sons, et les gens peuvent les déclencher pour ponctuer les émissions, etc. Donc il y a notamment, qu'est-ce qu'il y a les marcheurs, des petites phrases comme ça que vous avez lancées à l'Assemblée. Vous n'étiez pas au courant de ça? Non, pas du tout. Bah, vous êtes un peu notre Eminem, quoi. C'est-à-dire qu'on vous sample. Ah, ça me va, j'aime le rap. Ah, bien. Bon, mon cher monsieur le député, je vais commencer par la petite fiche d'identité. Hein. Vous êtes quand même convoqué au poste. Vous êtes né le 20 décembre 1971 dans un village qui porte un très joli nom, Sainte-Adresse. Vous êtes membre du Parti communiste français. Vous êtes député de la 6e circonscription de la Seine-Maritime depuis 2017. Vous allez nous expliquer comment vous avez pu être fils d'un père ouvrier soudeur anarcho-syndicaliste, adhérant à la CGT, et d'une mère de culture catholique, travaillant en maison de retraite. Comment ça se passe?
où ça se passait les dimanches entre un anarcho-syndicaliste et une catholique. Vous tenez merveilleusement un second rôle dans un petit film dont on lui souhaite le meilleur pour les Césars qui s'appelle Debout les femmes. Vous tenez un premier rôle dans l'hémicycle, notamment lors de la gestion de la crise sanitaire. C'est là où on a eu l'idée de vous inviter. Vous êtes ancien maire de Dieppe. Et surtout, ça c'est le plus important, en 1986, vous êtes venu à la politique et d'autres au journalisme ou à l'écriture. À cause d'un homme, à cause d'une loi, la loi Devaquet, vous étiez lycéen et vous avez manifesté et c'était votre épiphanie. Est-ce que nos services ont bien travaillé? Est-ce que la fiche est à jour? Ouais, c'est plutôt conforme. J'ai effectivement grandi dans la cité ouvrière de Gonfreville-Lorcher, né au Havre, dans le quartier populaire de Coqueriville. À l'époque, pour naître dans de conditions à peu près correctes, il fallait naître à Sainte-Adresse, la petite ville bourge à côté du Havre, puisque la maternité publique, il fallait 10 par chambre. Et ma mère avait fait le choix de ne pas être 10 dans la même chambre. Voilà, j'ai poussé dans ce milieu modeste, populaire, avec une mère effectivement béarnaise, plutôt d'influence catho, et d'un père anarcho-syndicaliste, métallo, chaudronnier-soudeur. Et ça fait une alchimie où, au bout du compte, on prend soin des gens, on fait gaffe aux gens, on n'oublie pas d'où on vient, c'est un peu mon ADN. Alors, comme je l'ai dit à votre assistant, il y a le chat qui est là, et sans le chat, l'émission a beaucoup moins d'intérêt. Donc moi, je vais vous remonter des questions, des remarques qui viennent du chat, qui sont notamment présélectionnées par Jessie, que je salue, que j'embrasse. Mais on a en fait déjà un peu démarré dans les émissions précédentes à préparer un peu notre entretien d'aujourd'hui. Alors, je dois dire une première chose, c'est que je suis très emmerdé, Sébastien, parce que moi, je vous avais invité parce que vous n'étiez pas LFI. Hein, parce qu'il y a trop de LFI ici. Voilà. Hein. Donc je m'étais dit, tiens, je vais inviter un coco, ça, bon, voilà, pour la diversité, pour ce qu'on appelait la gauche plurielle. Et voilà, Tipa, qu'entre le moment où je vous invite et aujourd'hui, vous avez rejoint l'Union populaire. Donc je suis un peu embêté, mais enfin, nous sommes des gens bien élevés, donc j'ai maintenu l'invitation. Mais alors, il y a plein de questions sur votre ralliement à l'Union populaire. Mais avant ça, je voudrais quand même vous poser une question. Comment on passe de la contestation, quand on est lycéen, qu'on manifeste contre la loi de Vaquet, à l'idée de dire je vais gouverner? Que ce soit une ville, que ce soit être député, que ce soit... comment ça marche dans le cerveau, ça? Bon, d'abord, je veux vous rassurer, vous avez invité un coco, et c'est un coco qui parle devant vous. Je suis communiste, député communiste, j'ai vocation à rester membre de ce groupe, et mon soutien à Jean-Luc Mélenchon n'est pas un renoncement à mon engagement, mais plutôt une manière de faire vivre mon engagement. J'ai une formule qui consiste à dire: trop insoumis pour être insoumis, suffisamment indiscipliné pour être communiste. Donc vous n'êtes pas trompé en invitant un député communiste aujourd'hui. Comment on passe de l'engagement contre le plan de Vaquet à un engagement encore plus fort avec des responsabilités? J'en sais rien. C'est vraiment le fruit du hasard. Simplement vous dire que tout petit déjà, dans la cour d'école, je prenais conscience qu'un certain nombre de mes copains, de mes copines avaient des capacités égales aux miennes, voire supérieures aux miennes, mais qu'en fonction de l'endroit où elles étaient nées, les chances de réussite n'étaient pas les mêmes. Et ça, cette prise de conscience inconsciente, d'une certaine manière, euh, de celui qui comprend Bourdieu avant d'avoir lu Bourdieu, me pousse à m'engager. Et ça me pousse à m'engager comme lycéen contre ce plan de Vaquet de sélection de l'entrée aux études supérieures. C'est un sujet qui reste d'une profonde actualité. Et puis, peu à peu, voilà, j'adhère au parti, je fais mes études, droit, Sciences Po à Aix, où je m'engage là aussi dans le syndicalisme étudiant, et je reviens dans ma région d'origine parce que la pluie me manquait, figurez-vous. Non. J'ai passé j'ai Non, passé non, non, mes études à Aix-Marseille, et la ça, pluie me manquait. ça, on En tout dirait cas, les saisons. on dirait un argument électoral pour faire plaisir aux gens du Non, coin. c'en est que j'aime les saisons, j'aime la pluie, j'aime le mauvais temps qui façonne les caractères et les visages. Et puis Dieppe m'a pris dans ses filets. Je suis arrivé à Dieppe pour bosser à l'époque avec un maire qui s'appelait Christian Cuvillier. Oui. J'ai milité, et on perd la ville en 2001. La droite gagne cette ville en 2001. L'électorat de gauche était resté couché. L'expérience de la gauche plurielle avait fait mal.
et je travaille à la Reconquête et je deviens maire de cette belle ville portuaire, rebelle, belle et rebelle, en 2008, élu maire en 2008, réélu maire en 2014, et je deviens un peu par hasard, je dis souvent ça, député de cette belle circonscription qui va de Dieppe à Neuchâtel, en passant par Forges, Blangy, Aumale, Neuchâtel, le fromage. Je suis député d'une circonscription entre terre et mer. Alors attention, parce que Belle et Rebelle, vous l'avez fait dans votre clip de présentation quand vous avez rejoint l'Union Populaire, hein. Faites attention, C'est hein. vrai? Bah ouais. On connaît vos gimmicks, hein. On connaît vos gimmicks, hein. Ah bah ouais, non, non, mais je suis comme vous, j'ai Ah, des trucs que je répète à l'envie. bon point, très bien. Je vois que j'ai affaire à quelqu'un de réveillé. C'est parfait. D'accord vous demande quelle est votre vision et votre analyse du prolétariat français aujourd'hui. Donc là, on s'adresse bien à un communiste. Et d'accord ajoute, alors je vous dis, il y a évidemment plein de questions en rapport à Roussel, parce que vous apparaissez comme le négatif, on va dire, en termes photographiques, hein, j'entends. Je trouve celle de Roussel caricaturale et proche de celle de la droite finalement. Mais avant de parler de Roussel, vous, votre analyse et votre vision du prolétariat aujourd'hui, c'est quoi exactement? Bah le monde ouvrier, le prolétariat prend cher, c'est précarisé. Tous les métiers du lien sur lesquels nous avons travaillé avec François Ruffin sont révélateurs de ça. Tous ces gens qui prennent soin des autres et qui sont avec des boulots précaires, qui servent souvent de variable d'ajustement, les aides à domicile, les aides-soignantes, les AESH, les ATSEM, tous ces métiers pourtant vitaux où on gagne 700-800 balles par mois avec des contrats horaires variables et à durée déterminée. C'est une forme de prolétariat. Il y a aussi les prolétariats, les prolétaires qui s'ignorent d'une certaine manière, où je pense que le libéralisme a tellement fait mal aux vies que la conscience de classe, le sentiment d'appartenance à une classe a beaucoup diminué, s'est beaucoup égratigné, au point que quelquefois, quand on est en galère, on a tendance à regarder l'assiette de son voisin aussi vite que la sienne, plutôt que de regarder celui qui oublie de la remplir d'une certaine manière. Euh, mais aussi, moi, j'attache beaucoup d'importance à ce que j'appelle la dignité ouvrière. Il y a dans mon territoire des dockers, des ouvriers d'usine, des pêcheurs, et même des agriculteurs qui ne se sentent pas des prolétaires, mais qui vivent de leur travail et qui ont une forme de dignité que de pouvoir, d'une certaine manière, apporter une forme de richesse, une contribution de richesse grâce à leur force de travail. C'est ça la définition du prolétariat selon Marx. Alors comment on organise ça? Comment on fait grandir cette dignité-là? Comment elle se transforme en revendication collective? C'est l'un des enjeux de ceux qui ont le cœur à gauche aujourd'hui. Et question à deux balles, mais est-ce que c'est les prolétaires qui ont quitté la gauche ou la gauche qui a quitté les prolétaires? Moi, je pense que, alors, Ou est-ce la que gauche, ou est-ce que c'est une connerie de répéter ça depuis 20 ans? non, je pense que, comme dirait Anne Muxel à propos de la jeunesse, la gauche, elle est singulière et plurielle. Et une partie de la gauche, notamment la gauche social-démocrate, a théorisé, avec Terra Nova notamment, le renoncement aux classes populaires. Et moi, je pense qu'il faut renouer ce dialogue-là, recoudre ce dialogue-là, incarner. euh, je pense que les classes populaires restent de gauche, mais comme la gauche les a abandonnées, elles renoncent à porter leur voix vers la gauche. Souvent, elles se réfugient dans l'abstention, dans la désespérance. Quelquefois, elles ont basculé aussi dans le fâché mais pas facho. Et donc, il faut patiemment, dignement, faire en sorte que cette partie de la population retrouve des espaces de fierté, de dignité, d'espérance retrouvée. Et je crois que on y parvient quand on parle de ces sujets, de leurs problèmes, de leurs rêves, mais aussi de leur réalité. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal comme retour du prolétariat depuis que vous êtes en politique? Quelle est la colère, le pleur, le commentaire, l'invective, l'injonction qui vous a euh, le plus remué en fait? Vous voulez dire à mon égard ou d'une Non, manière non, non, générale? non, à votre égard dans le sens représentant du Parti communiste, représentant de la gauche.
pas vous personnellement, euh, mais politiquement. Vous vous êtes senti responsable Moi, je pense que euh, le fait de considérer les classes populaires comme des classes pauvres, y compris du point de vue culturel, c'est les renoncements, moi, qui me tordent le ventre et qui me donnent mon essence ordinaire d'une certaine manière. Je ne supporte pas la condescendance des bourges ou quelquefois des bobos à l'égard du milieu d'où je viens, parce que euh, les classes populaires, elles sont belles. Les classes populaires, elles ont une culture. Les classes populaires, elles ont une dignité. Et quand je vois des caricatures sur y compris les pratiques culturelles que peuvent avoir les gens modestes, ça me tord le ventre. vous pensez à quoi, par exemple? Quelle caricature? Je sais pas, moi, je pense que, y compris dans les grandes institutions culturelles, on a quelquefois oublié le chemin de qu'est-ce que c'est que la culture populaire en termes musicaux, en termes d'expression artistique, en termes, voilà, par exemple, la variété française peut être moquée, mais elle peut être aussi l'expression d'une culture, d'une appartenance. Euh, même si c'est pas mon kiff, vous savez, moi, il m'est arrivé quelquefois de remettre des décorations à des majorettes. Et ça a pu me foutre le blues, cette pratique culturelle des majorettes. Mais en même temps, c'est l'expression d'une pratique culturelle et sportive très populaire qui mérite le respect, euh, qui ne mérite pas la condescendance. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très clair. Si, si. C'est le matin, Mais c'est pour c'est ça le qu'on. début de semaine. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, euh, j'aborde la question de votre travail de député et ensuite on ira sur la question politique, présidentielle et ainsi de suite. Vous avez déposé, je crois, depuis que vous êtes député, donc en 5 ans, vous savez combien vous avez déposé d'amendements? Est-ce que vous le Pas du savez? tout. Pas du tout. J'ai Alors, jamais compté, non. mais d'après vous, ça se compte comment? En dizaines, en Ouais, centaines? en milliers, ouais. En milliers. Voilà, alors d'après nosdéputés.fr, vous avez déposé 1878 amendements. Ouais. Ça sert à quoi? Les amendements, c'est, vous savez, la fonction du député, c'est de discuter la loi, modifier la loi ou s'opposer à la loi. Et les amendements ont vocation à être tout ça à la fois. Quelquefois apporter une modification qui va dans le bon sens. Il m'est arrivé de faire adopter deux ou trois amendements. Alors il faut dire que les marcheurs sont souvent sourds aux amendements de l'opposition, donc c'est une denrée rare. Mais après, les amendements ont aussi un prétexte euh, pour mettre le doigt là où ça fait mal. Je me souviens du combat important que nous avons mené contre la mauvaise réforme des retraites, Ouais. où là j'avais déposé un grand nombre d'amendements pour expliquer que quand on était égoutier, quand on était femme de ménage, quand on était verrier au bouchot, on n'avait pas la même espérance de vie en bonne santé que celui qui avait fait sa carrière chez Rothschild. Quand on est marin-pêcheur, c'est le métier le plus, le plus facteur d'accident du travail. Et donc, la vie d'un pêcheur à la Coquille Saint-Jacques ou au hareng n'est pas tout à fait la même que celui qui est au cadre dans une assurance privée Ou au et qui poste. jongle avec les stocks options. Et donc, l'amendement a vocation à permettre ça. Je me souviens d'amendements que j'ai développés autour de l'école inclusive, visant à faire en sorte que cette belle cause de l'inclusion des enfants en situation de handicap progresse, notamment avec un statut pour les AESH. L'amendement permet aux députés d'intervenir, de défendre un point de vue et de mettre la majorité en face de ses propres turpitudes. Je vous pose cette question parce que au poste, on suit régulièrement les débats à l'Assemblée. Je ne sais pas d'ailleurs si les députés sont au courant qu'il n'y a pas que la chaîne parlementaire qui suit les débats. Sur Twitch, on le fait. Pourquoi vous marrez? Vous êtes au Non, courant? non, mais oui, je sais qu'il n'y a pas que la chaîne parlementaire, heureusement d'ailleurs. Et alors, question directe, est-ce que ça joue chez vous ou pas? Je veux dire, est-ce que vous vous dites, tiens, il y a
Il y a des gens qui nous regardent. Parce que de temps en temps, on entend des députés ou des représentants du gouvernement dire oui, pour ceux qui nous regardent, mais on ne sait pas si c'est creux ou si vraiment vous vous sentez comme un regard sur votre épaule, voire une surveillance citoyenne qui s'exercerait sur votre travail. Est-ce que ça pèse ou pas? Réellement, dites-nous la vérité. Ouais, ça pèse, on a conscience de ça. Il faut jamais oublier que d'une certaine manière, lorsqu'on est à l'Assemblée, on ne représente pas que soi-même, on est le représentant du peuple. Euh, mais je crois que ça ne va pas conduire à être dans la posture. Moi, je vous assure que quand je me mets en colère, et il m'arrive de me mettre en colère à l'Assemblée, je suis pas dans le théâtre. Ma colère, elle naît, elle se nourrit des visages, des figures, des histoires, des rencontres que j'ai. Et quand je mets la colère sur les retraites, j'ai en tête ceux qui, parmi les miens, sont morts du cancer de l'amiante très jeunes. Quand je mène le combat pour des moyens pour l'hôpital, je mesure, j'ai en tête le fait qu'un jour j'inaugure une EHPAD et la directrice de l'ARS me dit mais comment se fait-il qu'on sert le dîner à 17 heures du soir et que je lui réponds mais on sert le dîner à 17 heures parce qu'il n'y a pas assez de moyens humains et qu'effectivement c'est pas digne que de permettre à des personnes âgées de dîner à 17 heures pour avoir le petit-déj 13 ou 14 heures plus tard le lendemain. Quand on est en EHPAD, on perd ses fringues, on perd ses repères, on perd ses meubles et en plus on perd ce qui reste comme repère, l'heure du repas. Et vous voyez, quand vous mettez cette réalité-là dans vos tripes, dans votre cœur, eh bien, si vous êtes regardé, les gens ont le sentiment de se reconnaître. Ah, on vous a repéré, mais je voulais juste savoir, voilà, si. Parce que nous, on a carrément des députés qui sont dans notre chat pendant qu'ils sont aussi à l'hémicycle. C'est-à-dire qu'il y a, on n'est pas loin de la démocratie directe, si vous voulez. Ça va assez loin. Ah, mais ça c'est bien. Mais je sais qu'Hugo, il a le kiff pour ça et d'autres aussi. Mais moi, je suis un peu ringard. J'ai du mal à maîtriser tous les outils informatiques en même temps que je parle. Donc... Et puis comme j'écris pas mes inters, vous voyez, je suis souvent en freestyle, moi, à l'Assemblée. Donc quand je suis à l'Assemblée, je me concentre sur ce que je vais dire. Très bien, on lui dira à Bernard ici. Concentrez-vous, monsieur le député. Bon, Vous très bien. savez qu'on se lance des défis, des fois, il faut utiliser. Des fois, avec Hugo, on se lance le défi d'utiliser un mot dans une intervention. Un jour, je lui ai dit il faut que tu mettes maroilles dans une intervention à l'Assemblée. Alors, il avait, je crois, dit ça pue votre histoire, on dirait du maroilles. Et moi, je devais utiliser la coquille Saint-Jacques dans mon intervention. Et j'avais dit au gouvernement vous semblez fermé comme une coquille Saint-Jacques. Eh bien, sachez que le chat du poste avait un jour lancé un défi à Hugo Bernalici en lui disant il faudrait citer au poste, et il a dit à Darmanin, il a dit quand vous allez au poste. Donc, vous voyez, on s'amuse quand on Ah peut. oui, il sait faire. Ouais, il sait faire, il sait faire. Non, mais je reviens sur les amendements quand même, parce que 1878 amendements, comment ça se rédige? Je veux dire concrètement, là je parle de votre travail, que vous et les autres, c'est quoi? C'est votre armada d'assistants parlementaires, vos collaborateurs, vos collaboratrices, qui écrit ça? Comment ça se passe concrètement? C'est un travail collectif. Vous avez une proposition, un projet de loi qui vous parvient une fois qu'il est passé en Conseil des ministres. Ouais. Et donc, la première chose à faire, c'est de lire cette loi, voir ce qu'il y a dedans. Et puis, une fois que vous avez lu cette loi, il y a des mécanismes pour la corriger. Et il y a notamment ce qu'on appelle un amendement. L'amendement, c'est très technique. Il faut le rédiger en ayant des références juridiques. Et donc, j'ai autour de moi, effectivement, soit des collaborateurs au groupe, soit mes collaborateurs parlementaires qui m'aident à trouver la bonne place pour défendre une idée, pour corriger un élément du texte qui va dans le mauvais sens. Et on fait ça d'une manière collective et conjointe. Il se trouve que j'ai moi-même une formation qui me permet de piger ça vite et d'être capable de rédiger les choses. Est-ce que vous avez l'impression que le Parlement soit encore une instance réellement démocratique? Dans le sens, est-ce que le Non, Parlement... les marcheurs dont j'ai souvent dit qu'ils étaient une armée de Playmobil ont affaibli le rôle du Parlement, ont affadi le rôle du Parlement. On a un président qui a multiplié les exercices d'autorité, voire d'autoritarisme, d'exercice solitaire du pouvoir. On a un Premier ministre, alors c'est encore plus vrai depuis que c'est Castex qui s'est transformé en collaborateur du président de la République. Quand Sarko disait ça à propos de Fillon,
tout le monde faisait semblant de s'étonner, mais aujourd'hui, la Ve République poussée à son extrême a dénaturé le rôle du Premier ministre et le Parlement, avec une majorité pléthorique, est devenu une chambre d'enregistrement. Cela dit, dans ce contexte difficile, l'opposition a quand même tenu son rôle. Alors, il y a eu un recours abusif aux ordonnances, il y a eu un recours abusif aux procédures d'urgence accélérée, au vote bloqué, enfin, tout l'arsenal qui permet de priver le Parlement de sa libre administration. Mais malgré ce contexte, je trouve que l'opposition, notamment de gauche, de la gauche combative, les communistes, les insoumis et quelques autres ont quelquefois joué les empêcheurs de tourner en rond. Et heureusement, c'est plutôt sain pour la démocratie. Oui, alors j'ai cru comprendre que c'était votre qualificatif, puisque je l'ai retrouvé dans quelques interviews de vous, la gauche combative. Donc c'est plus la gauche de La gauche. gauche de combat, la gauche qui ne renonce pas, la gauche debout, celle qui n'oublie pas d'où elle vient. C'est pour ça que, pour revenir à la question quasi posée tout à l'heure de mon soutien à Jean-Luc Mélenchon, j'ai dit que j'étais trop insoumis pour être insoumis, suffisamment indiscipliné pour être communiste. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je décide de mettre l'accent sur ce qui nous rassemble parce que j'ai envie d'éviter un scénario où le choix se résumerait à Macron-Pécresse, Macron-Zemmour ou Macron-Le Pen. Quand on est de gauche, sa responsabilité, c'est d'offrir une autre alternative que celle-ci. Moi, j'ai pas envie que, pour mes mômes, pour les gens que je représente, pour les valeurs auxquelles je crois, d'avoir à choisir entre la peste et le choléra au second tour de l'élection présidentielle. Je choisis donc de mettre l'accent sur celui qui est en situation. Alors, je suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon surtout, et d'ailleurs, il ne me le demande pas, et c'est plutôt bien. Mais je me souviens aussi qu'à l'Assemblée, avec les Insoumis, on a porté des combats communs sur les retraites, sur la réforme ferroviaire, sur la casse du droit du travail, sur le pass sanitaire, sur le financement des hôpitaux, la loi de financement de la Sécu, enfin un grand nombre de combats communs. Alors après, on utilise des mots différents en fonction de son histoire, de sa sensibilité, de son territoire de vie, mais j'allais dire que ces différences-là, elles existent y compris au sein des cocos. Un coco à Paris, c'est pas tout à fait la même chose qu'un coco chez moi à Dieppe ou au Stréport. On parle pas de la même manière. Et je trouve ça plutôt sain. Donc, faire un bout de chemin avec les insoumis pour bousculer le scénario Macron, le scénario droite-droite ou droite libérale, extrême droite, ça me semble être de la responsabilité d'un communiste et d'un homme de gauche. Je vous écoute, je vous crois, mais certains disent que vous avez négocié une place pour les législatives. Mais place de quoi? Je suis Bah, déjà député non, mais pour les prochaines, d'une certaine manière. ça nous a pas échappé que c'est. En gros, les insoumis ne vont pas Non, vous présenter de savez, moi candidat face à vous. j'ai toujours préféré la lutte des classes à la lutte des places. Et si j'avais été plus préoccupé par ma circonscription que par le sort de l'avenir de la gauche, je serais resté silencieux, caché dans ma belle circonscription. J'ai fait 36% au régional dans ma circo. J'ai plutôt de bonnes raisons de penser que euh, les gens ont confiance en moi. Et donc, c'est un acte de courage et pas un acte de lâcheté ou de négociation, mon positionnement. Mais il n'y a pas eu de négociation parce que vous pourriez le dire, on pourrait le comprendre. On pourrait le comprendre. Pas de négo, d'ailleurs, enfin, pas de négo dans le sens où pas de contrepartie exigée de ma part ni de la part de Jean-Luc Mélenchon. Après, il est clair que le fait que je considère qu'il faut mettre l'accent sur ce qui nous rassemble à gauche euh, aura comme conséquence que ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la gauche combative ne présenteront pas de candidat quand j'aurai décidé d'être candidat moi-même, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Bien, on a tous compris. Alors, il y a quand même Guikou hein, qui nous dit dans le chat qu'il y a il y a un sujet de confrontation entre vous et Mélenchon qui est important, c'est le nucléaire. Vous êtes notamment pour les futurs EPR et contre les éoliennes offshore, notamment au large du Tréport, hein, donc tout près de chez vous. C'est vrai. Est-ce que je me gourre? Non, c'est vrai? Alors allez-y, expliquez-nous. Ouais, c'est vrai. Bah, d'abord, moi, j'ai pas une relation d'affection avec
une énergie plutôt qu'une autre. Enfin, il n'y a pas d'histoire d'amour, je veux dire. Il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer le nucléaire ou l'éolien. Il s'agit de réfléchir en raison, en lucidité sur ce qui peut être utile au territoire et aux habitants. Euh, Premier élément, moi je considère que l'énergie n'est pas une marchandise, mais un bien commun. Oui. Et ça nécessite une maîtrise publique. Ça nécessite qu'on ne vende pas à la découpe EDF. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup battu contre le projet Hercule de saucissonnage, de démantèlement d'EDF. Ensuite, deuxième chose, est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité majeure? Si oui, il faut réfléchir à un mix énergétique dans lequel le nucléaire n'est pas la seule solution, mais dans lequel il n'y a pas de solution sans le nucléaire. Et donc, le renouvellement du mix énergétique implique le renouvellement, j'allais dire, de sa capacité à produire de l'énergie nucléaire. Enfin, pour pas être trop long, il y a la question du coût de l'énergie. Et vous voyez que c'est dans toutes les têtes en ce moment. Le prix du gaz explose, l'essence explose. Et donc, il nous faut une énergie accessible en termes de coûts, notamment pour les populations les plus fragiles. La question de la souveraineté est posée. Et donc, moi, je suis pour un mix énergétique équilibré, intelligent, dans lequel il y a nucléaire, dans lequel il y a des énergies renouvelables. Et je ne souhaite effectivement pas que pour l'éolien offshore, ça percute la pêche artisanale. Tout ça doit se faire dans la concertation, dans une démarche de démocratie, d'écoute des acteurs. C'est vrai, quel que soit le mode de production énergétique d'ailleurs. Et je note que sur le nucléaire, Jean-Luc Mélenchon a bougé, puisqu'il dit désormais, alors lui, il a sa conviction, il pense qu'il faut en sortir, mais il pense que le sujet est tellement important qu'il faudra un référendum. Et je l'ai même entendu dire sur France 2 récemment que si les Français décidaient euh, de conserver une part du nucléaire, alors ils suivraient leur opinion, ce qui me semble être une sage résolution. Mais quand même, le courage politique ne consisterait-il pas à dire, écoutez, il y a des déchets nucléaires pour des milliers d'années dont on ne sait pas quoi faire, rien que ça disqualifie le nucléaire. Je veux bien qu'on dise oui, mais C'est une... ça permet de décarboner. Oui, il y a l'emploi pour les pêcheurs en ce qui concerne les éoliennes qui empêcheraient la pêche, etc. Mais le long terme, il n'est pas là. Le long terme, l'enjeu de l'autre côté, c'est les milliers d'années de déchets dont on ne sait Non, pas. On les envoie. c'est une préoccupation qui se défend, et c'est une préoccupation que j'entends. Il n'y a aucun mode de production énergétique qui est parfaitement euh, écologiquement exemplaire, dans le sens où, Bien sûr, bien ne sûr. produisant pas de déchets, c'est vrai pour le photovoltaïque, notamment lorsqu'on importe ces panneaux de Chine, c'est vrai aussi pour l'éolien terrestre, qui peut C'est Roussel être un qui vous appelle facteur là? de... C'est Mélenchon ou c'est Roussel? C'est lequel? Non, non, c'est pas Roussel, je sais pas, je ferme le portable. Ouais, ça vaut mieux. Mais vous voyez, il y a aucun. Moi, la pêche artisanale, celle qui fait vivre nos ports et nos criers, c'est aussi un élément d'une approche de développement durable de nos territoires. Est-ce que vous préférez des bateaux-usines hollandais qui pillent nos mers, qui laminent nos mers et qui laminent nos fonds marins, ou des pêcheurs euh, à dimension humaine avec 5-6 marins pêcheurs et qui permettent de nourrir une bonne partie de la population? Voilà, il faut trouver les justes équilibres. Et pour revenir aux déchets nucléaires, il faut continuer à pousser la recherche fondamentale pour évidemment traiter cette question des déchets. Alors, beaucoup de questions sur votre ralliement à l'Union populaire. Est-ce que le soutien à Mélenchon, demande bleue ou bleu, est-il le signe d'une fracture dans le PCF comme on en a connu en 1980, c'est-à-dire juste avant Mitterrand? Je ne sais pas si c'est une fracture. Moi, j'ai considéré que mon appel, qui n'est d'ailleurs pas simplement l'appel de Sébastien Jumel, hein, d'autres élus communistes partagent mon point de vue, n'était pas un schisme, mais simplement un désaccord stratégique sur l'IN présidentielle. D'ailleurs, on est nombreux à penser que la Ve République est dépassée et que l'élection présidentielle, d'élection d'un seul homme, me paraît un peu surannée, et qu'il aurait plutôt fallu concentrer nos efforts sur de quel type de majorité avons-nous besoin à l'Assemblée pour reconstruire une France solide et solidaire, d'une certaine manière.
une France qui prend le progrès en partage et l'écologie au service du plus grand nombre comme projet politique. Euh, voilà, ce positionnement-là me conduit à dire qu'il faut se donner la chance d'avoir un candidat de gauche au deuxième tour et de ne pas tomber dans l'extrême brillante solitude du témoignage. C'est ça l'enjeu. Alors, Zulu 2000 vous demande de préciser ce que vous pensez de la Sixième République. Puisque vous venez de dire la Cinquième République, bon, c'est plus tout à fait ça. Est-ce que ça veut dire que vous adhérez à l'idée de Sixième République, qui est notamment défendue par Mélenchon? Et si oui, qu'est-ce que vous y voyez d'intéressant là-dedans? Bah, il faut effectivement reposer les fondamentaux d'une république moderne, d'une république où le droit du peuple à disposer de lui-même est réaffirmé concrètement, où les pouvoirs du Parlement sont renforcés, où l'initiative populaire, y compris par voie référendaire, est actée, où les espaces de démocratie vivante, de démocratie locale, de démocratie de proximité sont permanentes, d'une république qui considère que la commune est une instance de proximité qu'il faut préserver comme la prunelle de nos yeux, d'une république qui se débarrasse du mur de l'argent, des lobbies, et donc il y a effectivement à se débarrasser d'un système qui concentre dans les mains d'un seul homme la plupart des pouvoirs. Vous avez vu la manière dont la crise sanitaire a été gérée. Toutes les décisions ont été prises au sein du Conseil de défense et donc frappé du secret défense. Vous avez un président de la République qui annonce des décisions majeures pour la France à la faveur d'une conférence de presse mettant son gouvernement dans le vent, le Parlement dans le vent et même les habitants dans le vent. Il faut renouer aussi avec des espaces de démocratie sociale. Le droit du travail tel qu'il a été abîmé a privé les salariés, leurs représentants syndicaux, de pouvoir d'intervention, de droit d'intervention dans l'entreprise. Et moi, je suis pour rénover tous ces espaces d'appropriation des lieux de décision par les gens eux-mêmes, par les acteurs économiques et sociaux eux-mêmes. Sentier battant vous pose une question et vous demande une réponse sans langue de bois. Je vous cache pas, Sébastien, que certains trouvent que vous êtes un peu langue de bois ce matin. Je vous le dis, je vous le dis. C'est vrai. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Il y en a même qui s'endorment. Non, je vous assure. Alors, voilà, Sentier Battant vous demande, les divers positionnements de Fabien Roussel sont-ils à l'origine de votre soutien à LFI et Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas de quel positionnement il parle. Bah, Moi, j'ai pris le fait d'avoir une rejoint décision. l'Union populaire. Ouais, je sais pas. J'ai pris une décision, ne jamais taper sur mon camp à gauche. Euh, Ah, et ça, donc, j'aime bien, je me j'aime dis bien. qu'on a assez d'adversaires à droite pour taper comme ça. Moi, mon adversaire, c'est Macron. Mon adversaire, c'est Pécresse. Mon adversaire, c'est Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan additionnés, qui font plus de 30%. Et je pense que si la gauche, vous savez, cette chanson de Relsan, on est euh, dans un avion et on se bat pour on est dans un avion qui va dans le mur et on se bat pour être à l'avant du cockpit, devrait nous inspirer. La gauche se bat pour être à l'avant d'un cockpit d'un avion qui va droit dans le mur. Et ben moi, je me dis que il va falloir essayer de faire en sorte de corriger la trajectoire de cet avion pour pas qu'il aille dans le mur. Est-ce que Roussel est Donc de, voilà, est-ce que moi, Roussel est de moi, gauche? On vous demande, est-ce que Roussel est de gauche? Parce que vous dites, je mais ne bien tape pas mon sûr qu'il camp. est de gauche. Non, mais bien sûr qu'il est de gauche. Il n'y a pas de sujet avec ça. Euh, euh, Donc c'est pas de sa faute mais s'il est récupéré par la droite, par une partie de la fachosphère, etc. Je veux dire, c'est quand même ce qui est en train d'arriver. alors c'est un sujet étonnant. Les compliments à l'égard de Fabien viennent plus de la droite que de la gauche. Et donc ça, c'est un sujet qui nous interpelle, évidemment. Mais Fabien est de gauche. Il est membre de mon groupe. Et il a voté quasiment chaque fois la même sur les sujets qu'il y avait là-dessus. Ah, il y a un petit bug au moment où on parle de tout ça. Alors, est-ce que vous savez si la ligne
adopté par Fabien Roussel dans votre parti a été débattu en interne. C'est une question d'abat d'accord. Si oui, comment se sont passés les débats et qu'est-ce qui a été rédhibitoire pour vous finalement? Est-ce que ça a été rédhibitoire ou est-ce que vous avez trouvé que c'était mieux chez Mélenchon? Ou c'est les deux? Il y a eu un débat Vous pouvez vous dans le refaire un petit parti café si vous au voulez. Hein. moment. Si vous voulez reprendre un peu de... Ouais, mais ma cafetière fait trop de bruit, donc je l'ai débranchée. Il y a eu un débat au moment du congrès qui m'a conduit à considérer que quand on était affaibli, et le Parti communiste a été affaibli, Ouais. le risque était grand qu'on se replie sur soi-même. Euh, un grand corps malade a plus de chances à se replier plutôt qu'à s'ouvrir. Et moi, je pense que, au contraire, que quand on s'affaiblit, il faut embrasser, il faut rassembler, il faut cultiver d'une certaine manière son identité sans renoncer à, 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 à considérer qu'on peut s'enrichir de la différence des autres. Et c'est ce désaccord stratégique, peut-être, qui explique qu'aujourd'hui, moi, je fasse le choix, non pas de renoncer à être communiste, mais d'être communiste, pleinement communiste, en apportant une contribution à la campagne de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, c'est une contribution avec François Ruffin, mon copain d'assemblée, avec qui j'ai siégé pendant 5 ans dans la même commission, on apporte cette contribution originale à la campagne. Euh, on met du social dans la campagne de Jean-Luc pour faire rentrer la question des métiers du lien dans la campagne de Jean-Luc, pour faire rentrer la question des territoires de vie, des territoires ruraux. Moi, ma circo, mes questions en ce moment, c'est comment on est en train de laminer l'école en milieu rural, comment on est en train de déménager les territoires, comment la question des déserts médicaux qui avancent est au cœur de toutes les préoccupations. Comment on fait en sorte que la République présente partout et pour tous soit au cœur de la campagne, dans un rassemblement à gauche qui prend en compte les différences comme une richesse et non pas les différences à gauche comme un handicap. Et donc c'est ça qui conduit à ce choix stratégique qui n'est pas un schisme politique, mais qui est un choix assumé. Quand Fabien Roussel se rend à la manifestation des policiers, et notamment à l'appel du syndicat Alliance, qu'est-ce que vous ressentez? C'était il y a un an. Ben, je ressens que moi, je fais pas ce choix-là. J'étais pas ce jour-là devant l'Assemblée pour une manif où il y avait à boire et à manger. Ah non, Euh, commencez pas. euh, Commencez pas sur la bouffe. euh, je pense qu'on aurait pu parler des questions de sécurité plus tranquillement en n'allant pas à cette manif. Moi, je milite depuis longtemps. J'ai été maire pour une police républicaine de proximité. Je pense qu'il faut recoudre le lien de confiance qui s'est considérablement abîmé entre les forces de l'ordre et les habitants, et que le droit à la sécurité ne doit pas être laissé aux ennemis de la République, mais qu'il y a une manière de porter ces questions-là avec une approche progressiste plus forte. Voilà, ça a été un choix, je pense, qui n'était pas, d'ailleurs, qui n'a pas été discuté chez nous et qui a suscité de l'émotion, Ah, de voilà. l'incompréhension. Alors, Xavanar nous dit il y avait du poulet. Bon, on arrête les jeux de mots à la manifestation. Vous, par exemple, quand vous étiez maire de Dieppe, donc élu local, là je m'adresse à l'élu local, est-ce que vous avez eu, je vous demande aucun nom, est-ce que vous avez eu dans vos relations avec les policiers, la hiérarchie policière, est-ce que vous avez eu un discours qui n'était pas celui qu'on entend dans les médias par les syndicats ou par le ministère, ou est-ce que c'est à l'unisson? Est-ce que vous avez ressenti des policiers qui n'étaient pas forcément d'accord avec la doctrine, qui n'étaient pas forcément d'accord avec la propagande, je reprends le terme simplement, hein, du ministère de l'Intérieur, ou pas? Parce que c'est une des Moi, prérogatives j'entends des... des... Ouais, ouais, vous avez raison. Moi, quand j'étais maire, chaque jeudi, il m'arrivait de présider ce qu'on appelle une commission de sécurité, où vous avez autour de la table sous-préfet, procureur, commissaire de police, l'ensemble des forces
intéressés par... Et moi, j'ai par exemple mis dans ma ville en place un conseil local de prévention de la délinquance, où on a traité ces questions-là sans posture, d'une manière pragmatique. Et ce que j'entends, moi, c'est la volonté des policiers de terrain de ne pas être instrumentalisés politiquement. Ils veulent... euh, la question de la proximité, des moyens de proximité, des moyens dans les commissariats pour exercer convenablement les missions euh, me semblent être des revendications légitimes. Elles sont d'ailleurs portées par la CGT Police et par d'autres syndicats d'une manière intelligente. Euh, Chaque élection est propice à instrumentaliser les questions d'insécurité à des fins politiciennes. Et je pense qu'on souffre de ces mots-là. Euh, euh, donc oui, j'ai entendu souvent des policiers dire qu'ils ne voulaient ni être stigmatisés, euh, ni enjolivés d'une certaine manière, parce que le quotidien qui compte, n'est pas toujours tout rose. On l'a vu sur les questions de prise en charge des violences faites aux femmes, qui posent des questions de formation, de moyens. On l'a vu sur d'autres sujets. Donc, puis la doctrine du maintien de l'ordre. Stéphane Peu avait demandé une commission d'enquête là-dessus. Euh, ne jamais oublier que les policiers répondent à des ordres, et les ordres sont donnés par des responsables politiques. Parce que sinon, ça serait exonérer les politiques de leurs propres responsabilités. Qu'est-ce qui vous donne encore espoir et qu'est-ce qui donne à tous espoir, demande Maximilien. Il reste un quart d'heure. Hein. Enfin, nous, on a tout notre temps. L'espoir, c'est que l'espoir, c'est que l'histoire est pas linéaire, que quand on prend le temps d'écouter les gens euh, sur le terrain, il y a des belles choses qui se passent dans les solidarités concrètes, dans l'engagement citoyen, dans l'engagement associatif, dans les liens solidaires qui se tricotent avec humanité. L'espoir, réside aussi dans le sens qu'on peut donner à ceux qui, au quotidien, accomplissent des belles missions de service public, de soins, de prendre, de prise en charge des gens, j'allais dire, du berceau jusqu'au cercueil. Euh, L'espoir, c'est aussi cette jeunesse qui se préoccupe du monde qui tourne à l'envers et qui s'en préoccupe souvent en nous bousculant dans nos certitudes. Et donc les fenêtres d'espoir sont plus importantes qu'on ne veut bien le dire si on prend le temps de les regarder et puis peut-être quelquefois de contribuer à les faire grandir. Mais là, vous vous dites que on passe notre tour au mois d'avril. Non, je ne veux pas dire ça. Et c'est la raison de mon choix. Je pense que les jeux ne sont pas faits, même si je suis comme vous préoccupé par le haut niveau dans les sondages d'Emmanuel Macron, préoccupé par le haut niveau additionné de l'extrême droite, des extrêmes droites dans les sondages. Mais je me dis aussi que si le peuple de gauche se réveille, si le peuple de gauche, au moment du vote, se dit que les questions de retraite, d'avenir du service public, de la protection sociale à la française, d'une nouvelle manière de concevoir la République est au cœur du vote, on peut bousculer la donne. Oui, Si mais on arrive à réconcilier regardez, lutte contre la fonte des glaces et lutte des classes, on peut on peut porter loin ces oui, espoirs-là. Et donc, regardez, les jeux sont pas faits. vous avez vous-même dit que la Cinquième République était pas tenable et que de l'autre côté, l'Assemblée, c'était un peu une chambre d'enregistrement. Pourquoi voudriez-vous qu'on croie en la démocratie représentative, qu'elle soit de gauche ou de droite à la limite? Je veux dire, vu combien tout ça est dévalué, non? Ben, il nous appartient de redonner du sens à tout ça. Je pense que ce qui permet de renouer le lien de confiance entre les citoyens et les hommes politiques et les femmes politiques et la chose publique, c'est d'annoncer ce qu'on ferait et de faire ce qu'on a dit qu'on ferait.
Je pense que la gauche a beaucoup déçu lorsqu'elle a fait l'inverse de ce qu'elle avait dit. Lorsque Hollande déclare vouloir faire la guerre à la finance et que d'une certaine manière, il construit son quinquennat avec comme ministre de l'économie Emmanuel Macron au service de la finance, eh bien, il contribue à nourrir la désespérance. Et donc, il va falloir que la gauche retrouve le chemin, j'allais dire, du respect de la parole donnée. Et c'est ça qui est de nature à reconstruire le socle d'une république rénovée, d'une république qui réinterroge ses modes de fonctionnement et d'une république qui Bah, redonne le pouvoir au peuple. le chemin, il est quand même, ce chemin-là que nous souhaitons tous, il est quand même très simple. Enfin, je veux dire, c'est fléché, quoi. Il y a des engagements, on les tient. Ben ouais, tout à fait. Oui, mais pourquoi ils sont pas tenus? Pourquoi ils sont pas tenus? Pourquoi depuis 81, Ah bah ça, il faut le demander. Ça, il faut le demander à ceux qui renoncent. Moi, je vois dans mon engagement politique. Euh, j'ai été maire, je suis désormais député, et à chaque élection, il semble que, y compris dans les quartiers populaires, ce vote de confiance soit consolidé. Parce que dans ma manière d'être, dans ma manière d'agir, dans ma manière de porter les combats, les habitants ont le sentiment que je n'oublie pas d'où on vient, d'où je viens, et que je ne fais pas le contraire de ceux que je dis, j'avais annoncé faire. Et je crois que c'est ça qui manque en politique. Euh, et puis, peut-être, vous savez, je vais vous faire une confidence. Moi, quand je vais voir quelqu'un, je ne lui demande pas sa casaque, de quel pédigré il se revendique. Je me dis, est-ce que la cause qu'il plaide est juste? Est-ce qu'elle nécessite d'y mettre de l'énergie ou non? Et si c'est le cas, alors je m'y engage pleinement. Et quand on fait ça, je vous assure que on reconstruit des bases de rassemblement, d'espérance qui vont au-delà des chapelles politiques et au-delà d'une certaine manière de ce que j'appelle la politique politicienne. Yanninou pose des questions très intéressantes sur les sondages, dont il dit qu'ils sont truqués, tout le monde le sait, avec plus de 50% d'abstention dans leurs résultats, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait des sondages? Vous les regardez ou pas? Tout en disant il faut pas les Euh, regarder? ouais, je suis comme tout le monde, je dis qu'il faut pas les regarder, je les regarde avec lucidité, je les regarde en me disant que celui qui les paye en commande le résultat, et que force est de constater que ceux qui ont le plus de pognon sont ceux qui font le plus de sondages. En même temps, c'est une photographie à un moment donné de l'état de l'opinion publique, mais d'une opinion publique qui n'est pas figée et qui, à 60 jours du scrutin, n'a pas dit son dernier mot. Et donc les jeux sont encore ouverts. Morgane vous demande, pensez-vous que nous sommes encore en démocratie ou plutôt en plutocratie? En plutocratie. Euh, euh, non, je pense qu'il faut bien se garder Alors, il y a eu des dérives autoritaires. Le débat sur le pass sanitaire, sur le pass vaccinal, sur la gestion de crise ont été des illustrations de cette dérive autoritaire, cette dérive non démocratique du pouvoir. En même temps, je pense qu'il faut aussi savoir raison garder et que il y ait de nombreux pays où, y compris la possibilité de critiquer la dérive autoritaire n'existe pas. Et donc, nous sommes encore dans un pays démocratique où le droit à la contestation est possible, même si j'ai en tête, comme vous, les visages abîmés, les yeux éborgnés Bien et la sûr. contestation réprimée. Et donc, il y a avoir cette lucidité-là d'une démocratie malade et d'une démocratie qui a eu du mal à gérer d'une manière digne ces protestations dans les dernières années. Euh, mais nous ne sommes pas en dictature, parce qu'en dictature, je ne serais pas forcément là pour parler devant vous sur un réseau libre. Oui, absolument. Mais capitaliste, hein, au demeurant, hein, parce que Twitch, je ne sais pas si vous le savez, ça appartient à Amazon, hein, donc on est quand Oui, même, oui, 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 je sais. on est quand même un peu mal. Mais enfin bon, ça m'intéresse beaucoup qu'on poursuive là-dessus encore quelques minutes sur la fabrication de l'opinion. Vous venez de dire qui paye l'orchestre choisit la musique concernant les sondages. C'est à peu près ce que vous venez de dire. Est-ce que, Ouais, c'est vrai pour la presse aussi. et alors C'est vrai pour la presse ça, vous le aussi. ressentez comment, concrètement?
Bon, la concentration des pouvoirs de la presse dans quelques mains est une vraie préoccupation pour la démocratie. Je le sens chaque jour en consultant les journaux. Je le sens chaque semaine lorsque je fais une conférence de presse à l'Assemblée nationale en me disant que les sujets abordés ne sont pas ceux qui sont dans la tête des gens qui sont chez moi et que les thématiques choisies sont des thématiques imposées. Quand les premiers mois de la campagne tournent autour des questions de sécurité, d'immigration, alors que je me dis qu'en ce moment, sur mon territoire, les gens ont en tête le frigo vide, le pouvoir d'achat, la question des droits fondamentaux à l'éducation, à la santé, et ben, évidemment que les libéraux ont plus intérêt à ce que ces questions sociales ne soient pas au cœur de la campagne, parce que s'ils étaient au cœur de la campagne, ils redonneraient du souffle à la gauche combative. Donc c'est une vraie préoccupation de voir que les médias sont des faiseurs d'opinion et sont des empêcheurs d'une certaine manière des questions de fond de remonter à la surface. La démocratisation de la presse, le pluralisme de la presse reste évidemment une idée et une préoccupation qui doit être majeure. Mais est-ce que vous sentez Alors, il existe quelques journaux est-ce que vous sentez des embûches qui, concrètes? les embûches concrètes, c'est que on essaie avec les sondages, avec la presse en soutien, de considérer que le match des présidentielles est joué à l'avance. Et quand le match est joué à l'avance, on ne regarde pas le match jusqu'à la fin. Vous savez, moi, quand on m'annonce le résultat d'un match de foot ou de rugby avant que le match commence, je n'ai pas envie de le regarder. Ou quand on vous raconte la fin d'un film avant d'avoir vu le film, vous dites merde, tu m'as empêché de rêver et d'échafauder les scénarios à l'avance. Donc, c'est ça le piège majeur. Et la meilleure manière de déjouer ça, c'est que les Français s'emparent de cette élection. C'est que l'abstention ne soit pas au rendez-vous et qu'on bouscule. Je dis souvent aux gens, les bourges, vous inquiétez pas, ils votent toujours et ils votent toujours en fonction de leurs intérêts. Le peuple, la France qui manque. Aujourd'hui, l'intérêt des bourgeois, c'est de voter fasciste? C'est de voter extrême droite? L'intérêt des bourgeois, c'est de préserver leurs privilèges. Et donc, de ne renoncer à aucune piste qui leur permet de préserver leurs privilèges. Force est de constater que, sur le plan économique et social, l'extrême droite et la droite ne touchent pas aux privilèges, ne touchent pas au grisby, ne touchent pas au pognon de dingue que la France d'en haut fait au détriment de la France d'en bas. Et donc, il faut bousculer ces scénarios-là. Dernière question, celle de Morgane à nouveau, qui croit, comme certaines personnes dans ce chat, il y a des gens qui sont très optimistes, hein, qui croient en une éventuelle victoire de Mélenchon et qui demandent quand même, alors, avez-vous déjà en tête comment nous devrions nous défendre contre les attaques des néolibéraux quand Mélenchon sera élu pour ne pas vivre la crise grecque? C'est une question qui revient souvent. C'est-à-dire, admettons, vous arrivez au pouvoir, vous devenez ministre de l'énergie. Hein. Je pense que c'est ça votre truc, là, en ce moment. Ça, c'est pas gagné. Ce serait quoi est-ce que vous pensez que Bruxelles, par exemple, accepterait, là, par exemple, ce que Mélenchon a annoncé hier, c'est tout sauf libéral, donc c'est tout sauf la politique de Bruxelles et des grands organismes, Banque mondiale et ainsi de suite. Comment vous feriez? Il faudra établir des nouveaux rapports de force à l'échelle mondiale, en renouant avec le multilatéralisme, à l'échelle européenne, en corrigeant la maladie congénitale de la concurrence libre et non faussée. Et pour établir ces rapports de force, il faudra évidemment que les corps constitués, que les organisations syndicales ne renoncent pas à être en soutien de ces transformations profondes. Peut-être qu'il faut tirer comme enseignement des échecs de la gauche que quand la gauche est au pouvoir, il ne faut pas que le peuple renonce à exercer son pouvoir par tous les moyens, dans la démocratie sociale de l'entreprise, dans la rue lorsque cela sera nécessaire, et ne pas considérer qu'une fois élu, ça suffit
pour transformer le pays dans la direction qu'on a jugée juste. Peut-être c'est ça la règle. Ne pas renoncer et ne pas considérer qu'il n'y ait pas de sauveur suprême d'une certaine manière, qu'il s'appelle Pierre-Paul ou Jean-Luc. Euh, Pas de sauveur suprême. Ce matin, vous avez ressorti. Ni Dieu, ni César, ni Tribun, dit la chanson. Ce matin, vous avez ressorti combien de punchlines dont vous avez l'habitude? Allez, dites-moi. 2, 3, 10, 20? Ah, j'en sais rien du tout. C'est vrai, peut-être j'ai des habitudes de langage, il va falloir que je me renouvelle, mais on a tous des tics de langage, peut-être même des tocs de langage. Euh, mais voilà, moi je parle avec mes tripes. Je vous ai dit que j'avais commencé cette émission sans la préparer et je la termine de la même manière. Donc voilà, je suis comme je suis, avec mes qualités et mes défauts, mes mèches rebelles, mon caractère trempé, je crois à la sincérité de mon engagement. Et on me déteste pour cela, et je crois que des fois on m'aime aussi un peu pour cela. Bah merci, merci beaucoup. Ni Dieu, ni maître, ni mari. Hein, c'était ça la phrase d'origine. Mais ça, et ouais, et c'est toujours oublié. Merci, Monsieur Jumel, vous dit Eurial. Merci beaucoup. Voilà, le chat va s'élancer, va dire ce qu'il pense. Moi, je vais rester avec les copains du chat. Belle journée. Belle journée à vous. Merci beaucoup d'avoir passé 1 heure avec nous. C'était un plaisir. Et donc, on se retrouve en avril. D'une manière ou d'une autre, je veux dire. Salut à vous, ciao. Merci, au revoir. Ciao. Au revoir. Voilà, chers amis, chers amis, chers amis, je mets un peu de musique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'était dans des conditions un peu extrêmes, parce qu'il y avait un petit décalage. Alors, déjà, interviewer quelqu'un à distance, c'est tout un bins. Alors, quand il y a un plus, c'était la question BFM, c'est-à-dire, c'était quoi la question BFM? Et oui, ça ramait, voilà, c'est ça, c'est ça. Lila Ducré, oui, très intéressant. RG, merci pour cet entretien. From Grey, il a l'air très sympathique, absolument. Moi, je ne le connaissais pas, hein, honnêtement. Je l'ai découvert à l'Assemblée, en fait, avec vous, lors des débats. Rouge Jardin, merci. Il fallait faire cet entretien, il nous permet de mieux comprendre les questions de ralliement, dit Zulu 2000. Super, super, super. Et alors pour les hosts politiciens et hosts politiciennes qui étaient là ce matin, le titre d'éminent en featuring avec Dave Duf. On verra ça plus tard, Sentier Battant. Il a l'air sympa, mais il n'est pas le meilleur dans cet exercice, dit Zarguette. Dommage pour son soutien au nucléaire, dit Label 66. Thomas Juller, il traîne trop avec des politiciens, ce monsieur. Faudrait aller un peu plus au barbecue CGT. Bah, je pense que c'est un petit. Là, à mon avis, c'est un petit procès d'intention. Précisément, moi, ce qu'il m'avait plu dans ses interventions à l'Assemblée, d'une certaine manière, c'est pareil pour Ruffin. C'est que tout d'un coup, il y a une façon de parler, il y a des intonations, il y a des préoccupations qui sont à gauche, quoi. Voilà, qui sont à gauche. Voilà. Pas d'accord avec Zarguette, il est simple et direct. C'est cool au contraire, dit Manfou. Alors, Dufresne 2022, bah là c'est un peu tard. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas passé toute sa vie dans les universités, on entend mieux la parole de Jumel, nous dit Bleu ou Bleu. Alors, il y avait Foi Jaune que je découvre dans le chat qui a rappelé des choses très intéressantes tout à l'heure sur l'antiparlementarisme en disant que c'était le fonds de commerce de l'extrême droite et qu'il fallait... alors, si j'ai bien compris Foi Jaune, mais ça défilait comme ça dans le chat rapidement, et que donc... tailler les élus, c'était un peu faire le jeu de l'extrême droite. Je ne sais pas si Foi Jaune est toujours là. Est-ce que je traduis bien sa pensée?
Pagman nous dit heureusement que je viens d'avoir Respublica pour ma Saint-Valentin. Très bien, super. Oui, oui, en effet, ça a commencé quand même. Ah bah Ça a oui. commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Et même peut-être 1h30. Bon, les amis, alors malgré ma cruche, ma magnifique cruche d'Axel, j'ai plus de café. J'ai plus de café. Faut que j'aille m'en chercher. Euh, Merci pour l'entretien, dit Hyper Courgette, Mandefou. On a vu des Je suis Charlie anti-voile dans le chat. Ça, moi, je n'ai pas vu. Émile Cheval, quand est-ce qu'on reçoit Mona Chollet? Belle idée. Zarguette, c'est clairement des meilleurs députés qu'on ait, mais bon, j'ai trouvé qu'il n'était pas super à l'aise ici. Alors, le principe au poste, je dis bien au poste, ça peut être différent ailleurs, mais le principe, moi ici, c'est je ne piège pas les gens et j'essaie de faire en sorte que je sois d'accord ou non avec, avec les auditionnés, que ces gens soient toujours à l'aise, qu'il n'y ait pas de sentiment de piège ou de. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle la première des choses, c'est de dire bah, vous avez le temps que vous voulez. Alors évidemment, les députés, ils ont 1 heure, quoi. Voilà, ils n'en ont pas 2, ils n'en ont pas 3, à part lui, là. Quand je suis arrivé, j'ai fait le calcul, là, comme ça. J'ai rationalisé, mutualisé, supprimé. Bon, alors on a fait ce qu'on a pu. Visiblement, la police de projection que j'ai proposée, ben, ça vaut pas un clou. Ça fait monter les tensions dans le pays, ça aide pas à lutter contre la délinquance. Alors c'est sûr qu'électoralement, ça fait voter à droite. Et donc, voilà, Hugo Bernalici qui était resté 5 heures avec nous. Donc voilà, c'est l'idée. Hein. Je rappelle que le terme au départ de poste, hein, qui était que j'employais, c'était causerie. Enfin, c'est un terme qui au Québec est très employé. Et moi j'adore ce terme, causerie, c'est-à-dire l'idée de discuter, de se perdre dans des chemins de conversation, de revenir, de rebrousser chemin et de repartir, d'où l'idée d'avoir le temps. Après voilà, les gens sont naturels. Il ne faut pas sous-estimer le fait, comment dirais-je, de la partie technique. C'est pas toujours évident pour les uns ou pour les autres. Voilà. C'était ma première fois ici, nous dit Monsieur ZD. Eh bien, bienvenue. Oui, alors voilà, aujourd'hui, la causerie, c'est devenu Tech 1000. Voilà, absolument. D'ailleurs, demain matin, on fera un Tech 1000 puisque on n'aura pas d'invité pour souffler un peu parce que là, les enfants, on est quand même à haute dose. Hein. Alors, je veux bien. Hein. Enfin bon, faut quand même qu'on puisse souffler un petit peu. Donc demain, j'ai une surprise pour vous. J'ai une belle surprise pour vous. Demain à 9h. Soyez là. Même les modos sont pas au courant. On fera un petit point. Je pense qu'on pourra. Voilà, on fera une petite discussion, une petite revue de presse, un petit peu de lecture à voix haute, tranquillement, avant nos deux invités de mercredi et de jeudi. Mercredi, nous serons avec Noël Mamère pour son livre Le cas Zemmour, qui est vachement bien, que je suis en train de lire. Jeudi, Valentine Auberti de Mediapart et François Bonnet du Fonds pour une presse libre. Qui vont venir pour nous parler, Valentine étant la co-réalisatrice du film Media Crash, produit par Première Ligne et Mediapart. Ils viendront nous parler de ce film-là sur les médias et la confiscation du débat public dans les médias. Alors, vous avez vu que petit à petit, hein, semaine après semaine, on aborde de plus en plus ces questions-là au poste, moi qui me sont très très chères. Voilà.
La surprise, c'est Dave Duff en featuring avec Eminem. Non, mais les amis, moi ce matin, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux, vraiment, quand j'ai vu. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver. Alors, le temps de le retrouver. Sans vouloir faire de l'antinazisme primaire, je dois dire que je ne donnerai pas ma fille à un militant du Parti national-socialiste. T'as raison, papa. Alors, ouais, c'était ça. C'était ça. Bon, je peux pas mettre la musique parce qu'on va se faire striker. Eminem, mesdames et messieurs, Eminem, hier, au grand show de la mi-temps, enfin du tiers-temps, du Super Bowl. Bon, vous savez tous, le Super Bowl, c'est le jour où il faut envahir l'Amérique, puisque toute l'Amérique est devant son écran de télévision. C'est les pubs les plus chères, tatati tatater. Ce sont les spectacles les plus chers. Ouais, on n'a pas de temps. Ok. C'est la mi-temps. Voilà. Et Eminem. Donc là, c'est Snoop. Voilà. Eminem qui arrive. Voilà. Donc le délire américain, etc. Eminem, le voici. Eminem. Donc il y a Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, etc. Et là, Eminem va faire un truc absolument extraordinaire. Alors, Eminem avait refusé pendant des années le Super Bowl, et je me souviens qu'il avait dit que lui, il voulait 1 million. Donc je pense que le mec est payé $1 million. Bon, alors là, il y a et voilà ce qu'il va faire à la fin de son... Voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment énormément plu. Là, je vous remets les points de chaîne. Alors, je vous fais un petit point. Des invitations ont été lancées, dont on me dit qu'elles seront honorées, avec Poutou Philippe, Anas Kazib, Mélenchon Jean-Luc, Jadot Yves, Yannick. Voilà. Je vous le dis. Alors, si vous êtes membre de ces partis, hein, vous pouvez faire pression. Voilà, parce que moi j'en ai marre. Ils me disent oui, on va venir. Bon, voilà. Très grand Jano, pardon. Voilà. Donc j'ai les dates. Oui, Hidalgo, on pourrait aussi. Non, mais après, bon, voilà. Il faut que je réfléchisse. On attend vos retours sur le Discord, sur l'interview de ce matin. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit suivre ou pas? Voilà. En tout cas, hier, nous avons assisté au naufrage de Valérie Pécresse. Au naufrage de ce qu'on a pu appeler à une époque la droite sociale, la droite républicaine, etc. Alors, la droite gaulliste. Et d'ailleurs, elle parlait comme De Gaulle. Hein. En tout cas, elle parlait comme les enfants de la télé parlent de Gaulle. Quoi. Il y avait quelque chose d'absolument pathétique. Mais au-delà de la prestation physique, orale, pathétique, c'est surtout le dévissage vers l'extrême droite. Quoi. Voilà. Non, on pourrait l'inviter, Pécresse. Moi, ça me dérange pas du tout. Bon, maintenant, est-ce que vous avez les contacts?
Alors les amis, je vais aller me chercher un petit café si vous voulez bien. Et on se retrouve dans 2 minutes, quoi, le temps de faire pause technique, café. Et je suis de retour. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Première sommation! Deuxième sommation! Dernière sommation! On va faire usage de la force! Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque! Bouclier! En protection! Voilà une classe qui se tient sage. Alors les amis, vous êtes où? Vous êtes où là? Vous êtes où? Vous êtes où? Ça me ferait plaisir de savoir où vous êtes, au boulot, dans les transports, en train de... Il y a beaucoup de sportifs, j'ai l'impression. Aurélie Trouvé, présidente d'Attaque au poste. Alors, elle n'est pas présidente, elle a été porte-parole, et Aurélie Trouvé, elle est déjà venue. Mais ouais, hier j'ai eu l'idée, je me suis dit que ce serait... Alors, dans ma cuisine, au taf, je suis au bureau, télétravail, moi je suis au travail. Réal, moi je suis au travail. En vacances au bord de mer, bien Émile Cheval. Dans mes pantoufles, dit Touta, moi aussi. Valeur anarchiste, l'homme du néon. Moi toujours dans mon atelier, je rappelle que le néon, vous pouvez le commander à distance. À la maison, sans activité, nous dit la Tienasse. Télétravail, Giku, télétravail, Tsubama. Ah, c'est génial. Le télétravail, c'est notre chance. Quoi. Un petit déj en retraite, nous dit Sorcière. Télétravail, fini le travail, je retape ma maison. Ah, ça c'est beau. En train de me faire un petit café dans ma cuisine. Glordage nous dit moi fou. Bon, très bien, super. Au bureau, super, c'est génial. J'adore, sans déconner, j'adore. Ragben, la tête dans sauce, je devrais être au lit. Mais je crois que au poste, je profite de ce petit intermède pour vous signaler le titre de Davduf avec Eminem. Regardez le Discord au poste à la rubrique salle de repos.
Je répare ma manette Switch, nous dit Jujukin. Dans les enduits terre, paille de ma maison. Ah, c'est génial. Fabrunel, bon courage. Merci beaucoup, Salvatage, pour ton sub. On en a besoin, les amis. Vous le savez, je vais vous lire la petite page, hein, la petite page essentielle pour nous. Alors, non, c'est pas ça, c'est ici. Je profite du temps libre pour travailler à la maison et faire du rangement. Ravi de te rencontrer ici, moi aussi. Mais ravi absolument. Jane Fox, j'ai fini Disco Elysium. Alors, ne nous divulgue pas, mais alors maintenant, le dimanche, comme il y a des meetings, on a du mal à continuer la partie dans laquelle on était plongé, mais il faut qu'on trouve le temps de faire ça, quoi. Alors... Donc demain, 9h, tranquillement, une très belle surprise. Vous allez voir. Pas d'invité. Une émission tranquille. Parce que on attaque. Je vais vous les remettre ici. Voilà, Noël ma mère. Zemmour, comment on en est arrivé là? Avec Noël ma mère. Voilà. Co-auteur de Le cas Zemmour dans les petits matins. On parlera avec lui aussi de maintien de l'ordre. Je pense que ceux qui connaissent ces questions-là savent pourquoi. Et les autres, vous découvrirez. Jeudi, on sera avec Valentine Auberti de Mediapart, co-réalisatrice du film Media Crash, qui sort dans les salles mercredi. Et François Bonnet, très défavorablement connu de nos services. Il fut mon chef à Libération il y a très longtemps. Et aujourd'hui, il est un des responsables de la Fondation pour la presse libre. Voilà. Voilà, non, c'est une demande notamment de Rial de dire « Mais arrête de faire des invités tout le temps !» De temps en temps, il faudrait qu'il y ait, comme avant, la saison 1 de Poste, des discussions tranquilles entre le chat et toi, etc. Bon, ok. Attendez. Voilà mes pantoufles. C'est mes pantoufles host politique, vous lui direz? Eh ouais. Non, c'est important l'outil de travail. Gérard Darmon au poste. Alors, ça va être simple. Ah oui, alors après je vais vous lire la page. Gérard Darmon au poste. Maintenant. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Et voilà. Franck Lepage, il pue. C'est quoi cette phrase-là? Pourquoi dire ça? Oh, c'est une bonne idée, Cédric Héroux au poste pour son combat sur le droit des migrants. Change ton monde. Est-ce que vous pourriez mettre ça dans le Discord? J'avais pas pensé. Mais ça pourrait être bien. N'hésitez pas à utiliser le Discord pour nous donner des suggestions. Alors. Je choisis la pilule bleue, tout s'arrête. Et si je choisis la pilule rouge, je reste au poste. C'est bien ça? Donc, au poste, dont soutien, comment aider au poste pour un stream libre. À prix libre. Il faut du carburant. Voici comment aider concrètement l'équipe d'au poste. Le don sans contrepartie. Sur Utip, la commission est de 5%. C'est de loin la solution la plus efficace pour nous aider. Le don récurrent, carrément idéal. Même modique, 1 € par mois. Tout don
compte et ça prend moins d'1 minute. Les donateurs ont accès aux rediffusions des émissions dès leur mise en ligne. Pour cela, vous êtes donateur, vous allez sur le Discord, vous liez votre compte de donateur au Discord et vous avez accès aux URL confidentielles qu'on garde pendant une semaine et après on libère les émissions pour tout le monde. Voilà. Il y a le don avec contrepartie sur Tipeee où là la commission est de 8%. Contre votre soutien au poste, vous recevez romans ou films maison, ou les deux, ou d'autres choses. Les donateurs ont accès eux aussi, évidemment, aux rediffusions des émissions dès leur mise en ligne. La boutique au poste. Mug, masque, t-shirt, sweat, autocollant, toute taille, toute couleur, livraison rapide, souple et discret. Voilà. Et enfin, l'abonnement Twitch, 3,99 € mensuel, moins la commission de 30% d'Amazon, propriétaire de la plateforme. Vous bénéficiez d'un stream sans pub, d'un chat sans ralentissement, de rediffusion immédiate, contre une semaine de mise en ligne pour tous et par tous, et d'avatar exclusif. Pour nous, c'est une garantie d'être correctement référencé sur Twitch. C'était ma minute Pierre Bellemare. Et pourquoi, plus exactement, comment? Enfin non, merde. Je suis pas bon en Pierre Bellemare. À quoi servent vos dons? Préparation des émissions. Animation. Salaire des modératrices. L'une est en CDD, l'autre est travailleuse indépendante, des graphistes, support technique, achat de matériel. Voilà à quoi servent vos dons. Jessie, à gauche. Jessie ne m'a pas dit si elle est contente du résultat, parce que c'est une dingue de football américain. Robin, notre infiltré belge. Le roi de la technique. Eurial, qu'on ne présente plus. Et Olivier, l'homme des applications maison. C'est grâce à lui que vous pilotez le néon qui avait été confectionné de main de maître par Valeurs Anarchistes. Ah, Jessie, très bien. Mon équipe de substitution a gagné. Marion Beauvalet est déjà venue, absolument, est déjà venue au poste. Si Manfou, c'est important, souple et discret, bien sûr. 1 million de dons, Eminem au poste. C'est ça. C'est à peu près ça. Alors attendez, je vais mettre en plus grand, comme ça vous verrez mieux. Le train de la hype approche. Merci Funball pour ton abonnement. Merci beaucoup. Didier Fassin, ce serait une bonne idée, absolument. Alors pour tout vous dire, Franck Lepage, on m'en a beaucoup parlé, ces conférences gesticulées, mais je vous le dis, voilà, en fait je l'ai jamais vu, j'ai jamais eu le temps de, j'ai jamais pris le temps de ça, voilà, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Va falloir poser d'abus maintenant, c'est-à-dire poser quoi? Merci Thomas pour ton 2e mois d'abonnement. Merci Monsieur ZD. Merci beaucoup. Ah, ça c'est de l'arrivée en fanfare, si je puis dire, dans la communauté. Posez ma voix, non, ça va pas, non. Je vous redonne le lien si vous voulez. Alors, petit rappel technique. Donc, les gens qui sont abonnés, si vous allez sur Twitch, vous avez accès aux rediffusions tout de suite, puisque aujourd'hui, nous faisons la méthode qui avait été suggérée par le chat, c'est-à-dire les abonnés ont accès aux rediffusions tout de suite. Les donateurs ont accès aux rediffusions via YouTube, et tout le monde a accès
une semaine pile poil après. Voilà, donc ce qui nous permet et évidemment le live, lui, il est comment dirais-je, ouvert à tous tout de suite sur le moment. Ah, la Tienas, au fait, j'ai essayé hier soir la commande Ranch après le stream, ça a fonctionné. Mais bien sûr, Robin avait raison comme toujours. Regardez, Glodioman, c'est Olivier, il fait mumuse avec la fonction arc-en-ciel. Alors, il va falloir qu'on mette des mots dans notre application. C'est-à-dire que selon certains mots qui seraient donnés dans le chat, il pourrait y avoir des gesticulations du néon. Je pensais à ça cette nuit. Par exemple, Darmanin, ça deviendrait noir. Macron, ça deviendrait noir. Ça pourrait être pas mal de faire ça. Bonjour Corinne. Je vais vous montrer la petite bande-annonce de Media Crash, si vous voulez. Maintenant, on va vous montrer un document. Enfin, c'est insupportable. Je veux déjà. pas que vous répondiez. C'est plus une émission de débat. Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez. Déjà, la police s'était faite acheter pour moi par Bernard Arnault, et maintenant, c'est la justice. C'est la seule fois où je me suis retrouvé confronté à des gens qui racontaient autant de mensonges. J'ai trouvé la boîte qui a infiltré l'organisation. Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est se confronter à un mur de silence et à des gens qui ont peur. Il peut y avoir une alliance objective entre les intérêts de Cyril Hanouna et les intérêts plus idéologiques de son patron, Vincent Bolloré. Je crois que ça se passe bien, Cyril, entre nous, non? On va vous expliquer un peu ce qui se passe, là, en fait. Merci. Voilà, donc ça c'est au cinéma le 16, c'est fait par l'équipe de Mediapart et de Première Ligne. Première Ligne, c'est entre autres Cache Investigation. Nous recevrons donc Valentine, qui est la co-réalisatrice du film. Oui, bien sûr. C'est ça. Toutes les rediffusions sont réservées aux abonnés, sauf celles que nous mettons sur YouTube une semaine après l'émission. Voilà. Vous pouvez retrouver ça sur ma page, sur mon site. Les rediffusions sont aussi sur mon site. Et donc, il y a tout un tas de débats qui sont prévus autour du film. Si vous voulez, je peux essayer de vous retrouver ça. Présentation du producteur. C'est bon, on a déjà vu. Voilà. Les projections. Alors, il y a des projections à partir de demain à Annecy, à Paris, le 16 à l'Espace Saint-Michel. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de débats. Laurent Mauduit, il est de Mediapart. Stéphane Alliès, c'est le rédacteur en chef de Mediapart, sera à Grenoble, à Saint-Denis, Plenel, Auberty, etc. Espace Saint-Michel, Fabrice Arfi, Charlotte Clavel, Luc Hermann, etc. Voilà, vous avez toute la liste que vous pourrez retrouver. Alors, Valentine Auberty, elle sera là jeudi. Si vous avez des questions pour elle, on préparera ça demain, tranquillos, demain matin. Si ça vous va. Voilà.
Alors, chers amis. Merde, je me suis encore trompé. Chaque fois je lance la page crédit, bon c'est de ma faute. Toc toc toc, je lance les petits crédits. Patati patatère. La page Ne de parlez crédit. pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Voici, les crédits devraient se lancer maintenant. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Donc je vous propose demain qu'on fasse un petit débrief sur où on est au poste et tout ça, si ça vous convient, si ça vous convient pas, tatati tatatère. Merci beaucoup aux abonnés du jour. Monsieur ZD, Thomas, Funable, Mitty, Azer, Monsieur Gudul, je crois, Zilf, Kierksan. Merci à vous tous. Bonne journée à vous tous. J'ai l'impression que le sidechain il fonctionne pas sur la musique là. Voilà, vos noms apparaissent. Merci aussi pour tes cheers, Monsieur ZD. Merci Zarguette. Salut à Badacor. Merci Mondefou. À demain les amis, nous dit Jessie. Merci Kaof. Bonne journée RZ. Merci Olivier. Salut Émile Cheval. Bonne année. Bonne journée à tous Monopoly. Zippolette, à demain. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. La Tienasse. Bonne semaine à tout le monde. Bienvenue à ceux qui suivent la chaîne. Je vous dis à demain, il y aura une surprise. Bonsoir à vous tous. Si vous ne suivez pas la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, car ça vous permet d'être notifié quand on lance des streams. Il y a tous les streams du Monde éclairé en préfecture, du lundi au jeudi à 9h du matin. Et puis, il y a aussi les streams sauvages, comme ceux de samedi, contre l'extrême droite, la manifestation, le colloque d'Acrimède, et les 2 meetings de dimanche de Mélenchon et de Valérie Pécresse. Donc là, pour être au courant, il faut suivre la chaîne pour avoir des notifications, quoi. Voilà. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Voilà, vavoum. Voilà, très beau geste. Bienvenue au poste. Bienvenue au poste. Le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille, voilà, ça leur fera un souvenir. Je vous dis à demain les amis. Merci beaucoup. Sorcière, on fournit à Blast une émission par semaine qui est remontée par Eurial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Manuel. Merci Manuel. Ah, la fanfare. La fanfare. Demain, on regardera ce qui s'est passé samedi avec la fanfare invisible, parce que c'était un chouette, très très chouette moment. Donc voilà, on fournit à Blast une émission par semaine. Et Blast, depuis le début, a
nous a soutenus, puisque même un mois avant qu'on fournisse à Blast des émissions, ils étaient derrière nous. Et donc là, donc ça, ce sont des émissions qui sont mises en ligne le dimanche, vers 17-18 heures, qui sont remontées par Eurial, à qui je demande de resserrer les choses, et qui donc là on a livré Usul et Host Politique dimanche dernier. Voilà. Enfin, oui, hier, quoi. Voilà. Et pour la semaine prochaine, pour dimanche prochain, surprise. Voilà. D'ailleurs, tiens, j'y pense, je fais durer le plaisir. Jumelles, on propose ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut en faire une demi-heure danse? Bon, réfléchissez à ça, on en parle demain. D'accord? Merci les amis, 10h42. Un petit 2 heures de stream pour se mettre en forme. Le père de famille a crié 7 fois « J'étouffe » avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020. Elle parle de quoi, Gunpei, aujourd'hui? De quoi elle parle, Gunpei? Attendez, il y a Samuel Etienne. Attends. Non, là, il est dans un truc très très historique. Cédric n'est pas mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots. Ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe. Je n'arrive plus à respirer. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here are saying enough is enough. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dealer qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Our people are being murdered. Allez, hop, un petit sondage vite fait les amis. Merci beaucoup Graviton pour ton abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, petit sondage. On raid qui? Gunpei, Klitsch Norris, Samuel Etienne. Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France, d'accord? On a des gestes professionnels. Allez-y les amis, roulez jeunesse. Qui c'est qu'on va voir? Gunpei ou Klitsch Norris? Alors, Gunpei, on dessine l'actu. Ukraine, pourquoi la crise? Puis, fin de lecture de Zemmour contre l'histoire. C'est Gunpei. Ah bah je vois que Eurial est déjà chez Gunpei. Là je rigole. Oh là là, c'est très très serré. On est à 50-50. Il n'y a personne pour Samuel Etienne. Vous n'êtes pas sympa. Merci à vous tous. C'est quand même génial que vous soyez aussi nombreux dorénavant le matin. Depuis qu'on a... Je sais pas pourquoi vous êtes aussi nombreux le matin. Est-ce que c'est parce qu'on a des horaires...
X. On en parlera demain, tiens. Alors attention, attention. On raid qui? Gumpy. Pour l'instant, 53%. Oh, elle a gagné. Merci beaucoup, Lydie Jojo. Bravo pour le prix. Merci beaucoup. Si ça vous intéresse, on pourra en parler un peu demain. Alors, on va aider Gumpy. Attention, vous lui dites bonjour, vous lui envoyez des sirènes et ainsi de suite. Hein. Ne déconnez pas. Hein. Demain, les amis.